Bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans le cycle de la spiritualité et des religions en termes d'état des lieux, je vais vous présenter ma lecture d'un point de vue spirituel du livre d'Emmanuel Todd, La défaite de l'Occident. Donc j'ai préparé un texte que je vais lire librement, mais que je vais afficher en parallèle, de telle sorte que vous puissiez le... Non, ça te plaît pas, Non, je Christian? préfère pas aller. Non, je préfère t'écouter. Tu préfères m'écouter. Oui, pas de Mais il y texte. a quelques illustrations, alors C'est un oral, là, c'est pas un écrit. Hein. c'est un oral écrit. Alors je vais présenter, puis après j'enlèverai l'écran, si vous voulez bien. Ça te va comme ça, Christian? Je suis bien obligé. Alors, donc, Emmanuel Todd est le niveau zéro de la religion aujourd'hui. Ce qui évidemment, donc Emmanuel Todd, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, bah, voici sa trombine, je dirais. Il est né en 1951, donc il est un peu multicasquette, mais c'est un chercheur, historien, anthropologue, démographe et essayiste. Donc ça c'est l'extrait de sa fiche Wikipédia. Il se fait connaître en prédisant l'effondrement de l'URSS dans un ouvrage qui s'appelait La chute finale en 1976. Donc c'est un adepte de Max Weber, du sociologue Max Weber, qui explique l'émergence et la prééminence du capitalisme, et prééminence du capitalisme anglo-saxon par la religion protestante. Ça c'est un premier grand axe. Et second grand axe, c'est l'analyse démographique. Et en particulier, il attache une importance particulière à l'indicateur constitué par la mortalité infantile, qui le voit en définitive comme un agrégateur de la santé globale d'une société, puisque la mortalité infantile, l'enfant, surtout en bas âge, est censé concentrer tous comment dire, toutes les attentions de la société, des parents, etc., et de la société en général, puisque c'est l'avenir de, euh, de cette société. Alors, donc, et il parle donc de niveau zéro de la religion en Occident aujourd'hui. Et je vais arrêter de présenter mon écran pour faire plaisir à Christian. Merci, Luc. Mais bon, je t'ai mis la photo d'Emmanuel Todd parce que peut-être que tu ne le connaissais pas, j'avais entendu parler de lui, donc je préférais te mettre la photo si tu veux, c'était forcément visuel. Il est omniprésent, il est devenu gourou, il est devenu aussi connu que Marx. Oh, Oula, oh, oh. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui sur peut-être pas aussi connu que l'art, mais en tout cas il est connu outre-Atlantique, parce que j'ai lu des articles américains qui évoquaient notamment son ouvrage. Donc il est quand même, c'est quand même pas très fréquent malgré tout. Alors, niveau zéro de la religion en Occident aujourd'hui. Donc, confère Max Weber, le protestantisme, pour lui, est au cœur de l'Occident et explique l'émergence de l'Occident. Et donc, sa mort est également celle de l'Occident. Donc, on ne discutera pas cette thèse d'une manière générale, enfin, ou marginalement, puisque nous nous axons sur l'aspect spirituel et religieux et dans nos sociétés. Alors, notamment, je vais vous donner une de ces citations, une des premières citations, il y en aura beaucoup. Sa mort du protestantisme, aujourd'hui, est la cause de la désintégration de l'Occident et plus prosaïquement de sa défaite. Donc ceci m'inspire une réflexion personnelle, une première. Effectivement, c'est logique, mais c'est plus généralement, pour moi, c'est la mort, pas simplement du protestantisme, mais de la spiritualité, y compris de la spiritualité communiste, parce qu'il y a une forme de spiritualité dans le communisme, je pense que j'en ai déjà parlé. Alors peut-être pas dans le cadre du CDRS, mais elle est tout à fait présente. Donc c'est juste
car c'est l'un des facteurs essentiels, effectivement, d'une société, je dirais, d'une civilisation. Même si, en l'abordant par le spectre, et justement, une petite critique justement de l'approche de Todd, il a toujours tendance à l'approcher par moi, ce que j'appellerais le petit bout de la lorgnette, qui est le religieux, le fait religieux, plutôt que le fait socio-économique. Je dirais qui, à mon avis, est premier malgré tout. Mais bon, ça fait partie de la sphère des choses, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le CDRS, c'est pas pour rien. Alors il poursuit. Donc il dit il y a la fin de la démocratie dans les pays libéraux avec l'émergence d'une oligarchie qui, elle, est mondiale. Donc, puisque les démocraties sont dans un cadre national. Donc il encense une crise de la démocratie néolibérale et puisqu'il y a d'une part une élite et un peuple qui se disjoignent, et donc la représentation du peuple par cette élite n'est plus possible. Il y a une disjonction entre la représentation qu'ils sont censés faire du peuple, que sont censés représenter les élites, qui ne correspond plus avec le peuple. Alors, et dès lors, comme la tromperie du peuple est devenue nécessaire à cette oligarchie, elle met à sa tête des acteurs de théâtre. En définitive, Macron est un acteur, c'est sa qualité première, je dirais. Il peut jouer n'importe quel rôle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut dire blanc, noir, vert, quasiment dans la même phrase et dans le même discours, avec une manière tout aussi brillante et convaincante. Mais forcément, puisque ce sont des acteurs avant tout, c'est là-dessus qu'ils sont sélectionnés, je dirais, ils sont incompétents en politique réelle. Et donc, il en résulte une baisse du niveau politique. Bon, je pense que Macron est vraiment l'archétype de ce type de personnage. Parallèlement à ça, il y a d'une part une atomisation sociale qui répond à une pulvérisation du collectif. Et l'un, je dirais, interagissant et nourrissant l'autre. Atomisation sociale, donc plus que des atomes, hein. Et d'autre part, on détruit tout ce qui est collectif. C'est deux faces d'une même pièce, je dirais, qui se nourrissent mutuellement. Dont le christianisme, qui est une des structures collectives, je dirais, qui jusqu'ici était structurant. Dès lors, ce qu'il nous dit, il ne reste plus que l'État. C'est-à-dire qu'on détruit la nation, on détruit tout ce qui est collectif, le religieux, etc. D'ailleurs, il ne reste plus que l'État. La seule organisation collective, c'est l'État. Et en définitive, on se rapproche ici, moi c'est une réflexion personnelle qui me vient, comme les fascistes. Les fascistes historiques, je parle, pas des néo-fascistes de tout poil, mais les fascistes historiques, c'était l'État. Il n'y avait que l'État et l'État était glorifié. C'était tout pour l'État. L'État, on le sent bien, on le sait bien, n'est qu'une organisation, j'aurais tendance à dire, n'est qu'un monstre fan, n'est qu'un léviathan, pour reprendre le terme d'un ancien. Alors, page 155 à 157, il nous explique par ailleurs qu'il y a eu donc différentes vagues de recul du christianisme en Occident, qu'il fait démarrer au XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il distingue trois états, l'état actif, l'état zombie et l'état zéro des religions. L'état actif étant caractérisé par la présence, l'assistance aux messes dominicales, donc aux cérémonies régulières, je dirais organisées par les institutions religieuses. Puis, l'état zombie étant caractérisé que sur les grands moments de la vie, donc les cérémonies majeures, les rites de passage, etc. Et avec un état, une adhésion, je dirais, à la foi, appelons ça comme ça, à la foi qui en fait est déjà largement défaillante, voire absente. Et puis l'état zéro, désacralisation totale du religieux et de ses grands moments. C'est-à-dire que le religieux n'est plus du tout sacralisé, il peut être profané, tout le monde s'en fiche totalement. Ça devient complètement désacralisé, il n'y a plus rien du tout. C'est pour ça qu'il appelle ça le niveau zéro. Alors,
Revenons sur ces deux derniers états. L'état zombie, en définitive, il y a des croyances de substitution, en définitive, il y a une perte, en fait, dans la croyance, quelque part. Hein. On assiste encore de manière, par habitude, par inertie, aux grands moments de la vie, aux cérémonies, aux commémorations, mais il ne reste, en fond de foi, il n'y en a plus. La seule structure qui reste, c'est l'État-nation qui demeure présent. Peut-être d'autres croyances, des croyances de substitution, comme par exemple la croyance républicaine, la croyance dans le communisme, dans le fascisme, etc., de ce genre de croyances. Donc les commémorations religieuses principales demeurent, mais sous forme d'ersatz déjà. Hein. Donc on baptise toujours les enfants, on va toujours se marier, mais c'est plus pour... oui, on pratique toujours les enterrements, hein, l'enterrement, donc la mise en terre. Se font toujours, mais c'est déjà un genre de cinéma, de théâtre en définitive, puisqu'il n'y a plus l'arrière-fond spirituel qui marque l'état actif d'une religion. Des réunions de famille ponctuelles, on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Supplémentaires. C'est ça, voilà. C'est l'occasion de se voir, par un enterrement. Hein. Même l'enterrement, oui. Et puis l'état zéro, c'est qu'il n'y a plus aucune croyance collective. Plus aucune. Et même l'État-nation s'efface, d'ailleurs. Donc, et y compris les commémorations religieuses, celles dont je viens de parler, sont détruites. Donc, le mariage, par exemple, le mariage pour tous, n'importe qui peut se marier de n'importe quelle façon, bientôt même des animaux, puisqu'on fait hériter même des animaux. Hein. Ouais, même avec mon chat, je pourrais me marier. Hein. Ben oui, oui. Donc le mariage pour tous, donc il y a une désacralisation totale de sacrement, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis la pratique qui se généralise également de l'incinération, qui est dans le christianisme n'est pas reconnue, puisque c'est l'enterrement qui doit être... Alors, j'évoque là le dogme originel, hein, pas les adaptations je dirais, de l'Église romaine ou autre aux pratiques récentes, mais en définitive, c'est que des reculs et des comment dire, un abandon du dogme quelque part. Donc, et pour lui date des années 2000 la disparition effective du christianisme en Occident. Le christianisme a disparu en Occident au cours des années 2000. Et donc il replace ça, il fait démarrer ça au XVIIe siècle, hein, et il dit que c'est un processus long, donc que ça correspond à une tendance lourde, et que cette tendance, par conséquent, est irréversible. Là, je pense que c'est vraiment important. Processus long, tendance lourde, irréversible. Alors, ça c'est, je dirais, pour le grand tableau. Il parle notamment, le problème c'est que, quelque part, bon, on a déjà parlé, quand on parle de Nietzsche ou de Nerval ou de ces gens-là, ces philosophes romantiques du XIXe siècle, des romantiques d'une manière générale du XIXe siècle, c'est la fuite en avant nihiliste. Hein. Et là, je vais vous faire une deuxième citation. L'individu ne peut être grand que dans une communauté et par elle. Seul, il est voué par nature à rétrécir. Ah, je pense que cette citation, je vais la relire parce qu'elle est vraiment elle est d'une force incontestable. L'individu ne peut être grand que dans une communauté et par elle. Seul, il est voué par nature à rétrécir. Je pense que c'est d'une vérité tellement évidente que du coup, moi, rien que cette phrase doit percuter. Ça vient de qui, ça? C'est une citation d'Emmanuel Todd. Hein. Oui, il y a quelques fulgurances comme ça. Et ce nihilisme spirituel conduit au nihilisme moral. Nouvelle citation. Le nihilisme, outre la destruction de soi et des autres, plus en profondeur, quand il se transforme en une sorte de religion,
il tend à nier la réalité. Et nous sommes bien là aujourd'hui avec tout un tas de ceux qui se considèrent comme des élites, ou de plein de personnes, je dirais, hein, dans la société, qui en définitive nient le réel, est complètement à côté du réel. Le réel n'existe pas, pour reprendre un des ouvrages de Michel Onfray, où il parlait notamment de Don Quichotte. Le réel n'existe pas. Donc, complètement déconnecté de la réalité. Alors, il souligne qu'un état zéro de la religion est instable. Il est instable parce que, notamment pour les citations qu'on vient de faire, mais que ce nihilisme plus le déni de la réalité, forcément, c'est pas quelque chose qui est fatalement durable. C'est pas quand tu es en dehors du réel, forcément, le réel finit par te rattraper. Et un exemple de ça qu'il donne, c'est l'exemple de la transsexualité. La transsexualité est en soi une négation de la réalité, une négation de la vérité. Donc, c'est affirmer le faux, et cela de manière persistante. Et affirmer le faux de manière persistante, c'est fatalement nihiliste. Autre exemple qu'il cite, c'est par rapport au recul du protestantisme, et un paradoxe qu'il évoque page 160, avec d'une part une hausse de l'éducation, qu'il pointe en donnant comme exemple la perte de croyance dans des abstractions, en des choses non prouvées, Dieu, etc. éventuellement. Hein. Donc une éducation en hausse qui produit comme effet une éducation en baisse, que l'on constate dans les mesures, et notamment, je peux vous présenter à ce propos, alors je ne sais pas si ça va marcher, je vais vous présenter un graphique qui montre l'évolution donc à un test qui s'appelle SAT, donc qui est un test au collège aux États-Unis. Donc on voit les deux premières courbes qui démarrent le plus à gauche, là, rouge et bleu. Ça, c'est l'échelle mathématique et l'échelle verbale, mathématique et verbale, dans l'échelle de 1941. Et puis après, ça a été déjà substitué par une échelle en 1995, donc que l'on voit avec ces deux premières courbes, avec ces deux courbes ici. Et on voit déjà que ce qui correspondait à un certain niveau dans l'échelle de 41 devenait à un niveau beaucoup plus élevé dans l'échelle de 1995. Puis de nouveau, on voit une tendance, premièrement à la stabilisation, puis à la baisse de nouveau. Puis on a de nouveau changé l'échelle dans les années 2000. Et on voit bien que de nouveau, avec ces dernières échelles là, les notes sont meilleures, mais en définitive, ça correspond, si on devait faire correspondre les points, on voit bien que ça correspond à une échelle plus basse dans l'échelle de notation inférieure. Donc ça, c'est l'échelle d'éducation, une mesure qui est réalisée aux États-Unis depuis très 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 longtemps, donc ce qui en donne une illustration de ce niveau en baisse. Et il y a une certaine logique là-dedans, puisque la lecture dès le plus jeune âge de la Bible, en l'occurrence de la Bible, et notamment par des paraboles, par des subtilités qu'il va y avoir dans ces histoires qui sont racontées, qui forcent les enfants tout petits, je dirais, à lire ce genre de littérature, est fatalement un facteur de développement intellectuel. Et donc, aujourd'hui, où la lecture est complètement disqualifiée, où les enfants ne lisent plus du tout, quasiment, ne lisent plus aucun livre, fatalement, ça fait baisser, je dirais que là, on est en bout de trajectoire, ça fait fatalement baisser et là, la corrélation, effectivement, avec la religion, elle est assez flagrante. Donc, moi, je traduis ce paradoxe plutôt par le fait qu'un niveau d'éducation globalement en baisse, je dirais bien globalement, et je parle bien d'éducation globalement en baisse, parce qu'il y a des choses qui sont en hausse, induit une instruction qui, elle, est en baisse. Voilà. Donc ça, c'était pour l'aspect, je dirais, nihilisme.
Après, il parle également, parce que c'est un livre aussi politique, et ça s'appelle La défaite de l'Occident, donc ça dépasse, je dirais, simplement le fait religieux. Il parle également de l'Union européenne. Et il donne une explication de la guerre par la volonté de l'Union européenne de se détruire. Enfin, pas de s'auto-détruire, mais de se détruire via le démon russe. Voilà sa thèse. Car les oligarques se rendent compte que cette Union européenne ne fonctionne pas et ne représente plus un avenir. Et le corollaire de ça, c'est que comme planche de salut, eh bien, ils ont un alignement inconditionnel derrière les USA. Bon, alors, il y a des éléments psychologiques. Moi, quand ça m'arrive de parler de corruption intellectuelle, je pense qu'effectivement, il y a un écho à ce qu'il dit là. Bon, en même temps, je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme une analyse extrêmement impressionniste et psychologisante des comportements politiques. Même si on sent bien qu'il y a un fond, ça fait écho quand même à une certaine réalité. Pour lui, l'Europe ne peut pas se faire et n'aboutirait de toute façon, même si elle se construisait dans l'esprit des Maastrichtiens, comme une entité vide avec des populations atomisées. Et en vérité, et là c'est moi qui parle, au fond c'est tout à fait logique. Si on pense que l'on est dans une crise de civilisation, ce n'est pas quelque changement structurel, surtout si c'est de la superstructure déconnectée du concret, qui pourra y changer quoi que ce soit. Il évoque ensuite les notions de peuple et de nation. Il en donne une définition, page 175, une définition de nation et de peuple qui est très similaire à celle que donne une perspective de la 6ème République que j'ai fondée. C'est très proche, les définitions qu'il donne. Toutefois, il constate la persistance du peuple français, en dépit de la destruction de la nation. Le peuple, il reste, même si on a détruit toutes les structures, la nation, par la démocratie, etc. Même si on détruit tout cela, le peuple, il reste, il ne meurt pas. Et je dirais, moi, c'est à titre personnel, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'oligarchie tente de détruire le peuple en lui-même, justement, notamment en promouvant les transgressions, les transsexuels et tout ce genre de choses, qui vont être des facteurs de destruction du peuple en lui-même, ou l'immigration massive, pour justement détruire le peuple. Et à ça, il y a des racines politiques. Alors ces racines politiques, là je ferai une nouvelle citation de son livre, le néolibéralisme, lui, a émancipé la finance. Sur son marché, pur et parfait, s'agitent des hommes sans moralité. L'homme idéal du néolibéralisme thatchérien est un protestant zéro. Je pense que cette citation est également importante, je vais la redire. Le néolibéralisme, lui, a émancipé la finance. Sur son marché pur et parfait, s'agitent des hommes sans moralité. L'homme idéal du néolibéralisme thatchérien est un protestant zéro. D'ailleurs, il cite à un moment donné Margaret Thatcher à ce sujet. Et on voit bien qu'il y a vraiment une correspondance politique dans cet homme nouveau qu'ils visaient à mettre en place, et donc la destruction totale de toute référence morale. Et donc, il en résulte une crise à la fois populaire et politique. Nouvelle citation. Les peuples ne comptent plus, pas simplement par la faute des élites, mais parce que, rendus anomiques par un État religieux et idéologique, zéro, je souligne, religieux et idéologique, zéro. Aucune action collective ne peut plus les mobiliser. Ça, c'est vraiment important. Et on le constate bien, on n'arrive plus à mobiliser les gens. Chacun est complètement atomisé et ne croit plus en rien, tant au niveau idéologique qu'au niveau religieux. Donc les peuples européens sont devenus anomiques, c'est-à-dire incapables d'avoir des règles communes. Ils ne sont plus aptes donc à se mobiliser. C'est bien ce que nous constatons. Car justement, il y a un degré zéro idéologique et religieux.
André Belon le dit à sa façon en interrogeant, y a-t-il encore un peuple français? C'est pourquoi, à mon avis, le travail théorique est vraiment le plus important à ce stade de la crise. Je ne veux pas rentrer dans le basculement vers la barbarie profonde, même si on est déjà dans la barbarie, dans la crise. Mais c'est pour ça, à ce stade, donc là peut-être d'autres actions seront plus importantes, mais vraiment le travail qu'il y a à faire aujourd'hui est certainement beaucoup plus au niveau théorique et moi je dirais sur deux axes. Premièrement, sur le fait de faire perdre les illusions de nos concitoyens sur la possibilité que des solutions partielles, que des solutions de colmatage de l'existant puissent résoudre les problèmes. C'est le premier élément, puisqu'on voit bien que la crise, elle vient de très loin, elle est très profonde. Donc ça, c'est le premier élément. Faire perdre les illusions, de toutes sortes. Hein. Et deuxième élément important, travailler au renouvellement. Donc, justement, à travailler à l'après-demain, justement, à qu'est-ce qu'on pourrait faire demain pour sortir, pour rebondir de cette situation. C'est précisément le travail que nous faisons aujourd'hui. Voilà en gros la conclusion que je donnerai de cette analyse. Maintenant, si vous le voulez bien, je voudrais porter un jugement personnel sur le positionnement d'Emmanuel Todd en tant que tel. Il me semble intéressant. Je dirais que Todd se démarque des penseurs bourgeois par son réalisme, par sa volonté de raisonner, de regarder le réel tel qu'il est. Quand bien même il est plus un commentateur qui se laisse aller à l'impressionnisme. C'est-à-dire l'impressionnisme, c'est-à-dire on se gouverne par des impressions plus que par une structure idéologique profonde. Mais comme il est ancré dans le réel, il reste pertinent. Mais quelque part, même son impressionnisme est révélateur d'une situation intellectuelle de désarroi de la bourgeoisie, je dirais dans la lignée des pessimistes comme Houellebecq, par exemple, c'est tout le courant bourgeois en définitive qui se rend compte que leur système, et c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis au moins le début du XXe siècle, de ces bourgeois qui disent mais le progrès nous amène dans le mur en définitive. Et ce que je voudrais souligner, c'est que c'est très en écart quand même par rapport aux auteurs que décrit Georges Lukács dans La destruction de la raison. Parce que Lukács, il pointe bien que ces auteurs-là cherchaient à sauver la bourgeoisie. Ils cherchaient soit à sauver la bourgeoisie, soit à sauver en même temps leur position sociale. C'est le cas de Schopenhauer, de Nietzsche, etc., de tous ces courants-là. Ils essayaient de sauver, en définitive, par-delà leur discours, de sauver le système, d'une certaine manière. Comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, d'une auteure, d'une philosophe comme Corinne Pelluchon, qui est clairement d'essayer de trouver des solutions pour sauver le système. Todd est à ce site particulier qui ne fait même pas de jugement, il n'essaye même pas de sauver le système, je dirais. C'est-à-dire qu'il le décrit simplement comme un truc en train de s'effondrer. Moi, je pense que c'est un tel positionnement en écart, qu'il soit existant, moi, à mon avis, est significatif de la fin du capitalisme en tant que tel et de son nihilisme, qu'il pointe d'ailleurs à plusieurs reprises. Bon, ce n'est pas le premier à pointer le nihilisme. Il y avait notamment Léo Strauss qui l'a pointé avant lui. D'ailleurs, il le cite à un moment donné, fatalement. Pour finir, je voudrais évoquer l'exemple du Royaume-Uni, pour illustrer ce discours. Il nous y indique, dans son livre, que la proportion de blancs, donc anciennement protestants, dans l'éducation supérieure est de 33%. Or, aujourd'hui, toutes les autres minorités ethnico-religieuses sont toutes largement au-dessus de ce pourcentage. C'est-à-dire que et le supérieur, bien évidemment, est nécessaire pour exister en politique. C'est-à-dire que les dirigeants du Royaume-Uni ne sont plus des protestants.
ce qui renforce le processus d'anéantissement et d'amener à zéro le protestantisme. Autre signe, donc ça c'est, vous prenez Rishi Sunak, vous prenez le maire de Londres, etc. Vous voyez bien que ce ne sont plus des protestants qui sont à la tête du Royaume-Uni. Autre signe de cette... Le Premier ministre écossais ou le Premier ministre écossais anciennement, qui vient de démissionner d'ailleurs, mais voilà, exactement, tout à fait. Autre signe, c'est que le racisme profond du protestantisme, excusez-moi, j'ai un petit jugement de valeur, parce que s'il vient du fait qu'il y a, comme pour certains, il y a un peuple élu, il y a un certain nombre de personnes qui sont des élus dans le protestantisme, une élite qui dépasse les autres, a de fait disparu en Grande-Bretagne, enfin, pas en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, notamment par ces élus, c'en est un exemple. Idem pour les médecins, je cite page 204, où l'état de santé et de développement physique des Anglais, je dirais de souche, en particulier des enfants, est en régression et plus mauvais que celui de la population générale. Je vais de nouveau présenter mon écran pour vous montrer un autre élément à l'appui de cette présentation, qui là ne vient pas de notre ami Emmanuel Todd, mais que j'ai vu hier soir d'un certain Aldostérone, dont je suis de temps en temps les vidéos, et qui montre ici en Angleterre, donc il y a un candidat du Parti vert, là, donc qui s'appelle Motin Ali, qui a été élu au conseil municipal de Leeds, donc le 4 mai 2024, donc c'est très récent, et qui a fêté sa victoire en clamant Allahu Akbar. Voilà. Et là, vous avez même, j'ai mis la vidéo, vous voyez la typologie de la personne. Je vous invite à regarder la vidéo, je mettrai le lien évidemment. On est vraiment dans le fondamentalisme religieux de plus pure obédience, je dirais. Et donc, il vient d'être élu à la mairie de Leeds, hein, alors comme conseiller municipal, et il faut bien voir qu'il est sur la liste du Parti vert. Et le Parti vert, c'est le principal parti politique écologiste au Royaume-Uni. C'est le Green Party, c'est pas du tout quelque chose, je dirais, d'anecdotique ou de marginal. C'est pas le NPA, si vous voulez, hein, en France, pour faire un parallèle. Donc voilà le tableau, je dirais, et puis un exemple récent qui illustre, je dirais, la pertinence de l'analyse, alors peut-être pas totale, mais au moins partielle et en grande partie d'Emmanuel Todd. Voilà. Messieurs, je vous laisse réagir à cette présentation. Qui veut commencer ? Personne ? Christian, vas-y, puisque Eberhard a son micro. On parle de religion, c'est Eberhard qui est quand même... Bon, allez. Que dire? Ben oui, ces analyses de Emmanuel Todd ou même de, comment il s'appelait encore notre Allemand là, de 1915, là, sur lequel il s'appuie là. Weber. Comment ça? Weber. Max Weber. Oui, Max Weber, voilà. C'est du même niveau en fait. Hein. C'est du même niveau parce que il est très fixé sur la partie d'abord le religieux en tant que collectif, en tant qu'institution. Il ne voit pas les différents niveaux. Enfin, il n'en parle pas parce qu'il n'a pas accès. J'ai l'impression que Emmanuel Todd, tel que tu le retranscris, mais merci encore Luc de nous avoir fait ce petit rapport, ça m'évitera d'acheter le bouquin, parce qu'en fait, j'y vois pas d'éléments de prévisionnel d'ailleurs, de vision d'avenir, parce qu'en fait, il ne comprend pas qu'en matière de religion comme autre chose, hein, comme en physique et autres, la nature a horreur du vide. Une fois qu'un vide se forme, eh bien, il se reconstruit autre chose à la place. Et donc, quand il dit c'est irréversible,
Bah, c'est non. Alors, ça dépend. S'il dit irréversible en tant qu'institution, je dis oui, il a raison. Mais en tant que spiritualité, je lui dis non. Sinon, pourquoi on ferait du renouvellement spirituel, par exemple, hein? Et ça, j'ai pas entendu que c'était vu les différents niveaux de ce que c'est. Enfin, la religion, c'est pas que un machin ou un gars, là, comme demain je vais à la messe, bah, il va nous montrer un morceau de pain, il va nous montrer le vin, et je vais croire que c'est effectivement un morceau de chair de Christ et de sang du Christ. D'accord? Donc, c'est le bonhomme, mais c'est aussi la dimension mystique qui est rattachée en fait à toute religion qui se respecte. Il trouvera toujours un élément plus ou moins mystique dedans. En creusant bien, on le trouvera aussi. Comme la scientologie, c'est la mystique de la science, en fait, si vous voulez. Donc voilà, c'est juste pour faire un grand écart entre deux types de mouvements religieux. Donc voilà, donc c'est ça. Et, et donc c'est pour ça qu'il a du mal à appréhender, parce que j'ai pas l'impression il parle que du protestantisme et tout, un peu en grand déçu. Et je ne vois pas comment il fait intégrer là-dedans le rapport avec d'autres religions, comme l'islam qui est en expansion en nombre de pratiquants, on pourrait dire, dans le monde, et le protestantisme. Alors bien sûr, là, tu nous as fait en fin de réunion montrer que la nature a horreur du vide du point de vue religieux, et donc dans un vide, c'est toujours la couleur verte, hein, que ce soit les verts ou que ce soit les musulmans, d'ailleurs islamistes ou pas, et ben c'est toujours du vert. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a l'apparence d'une institution, l'apparence effectivement d'un sacerdoce, hein, qui veut que on va améliorer le monde, hein, comme chez cette manif là à Hambourg où la solution c'est le calife. Donc ils ont des rapports pour justement nous montrer que nous en fait on est dans le vide. Mais quelle est la manière? Et c'est ce que j'aurais demandé à Todd, même s'il détruit un système, mais il n'a pas l'énergie pour pouvoir le construire pour autre chose. Parce que ça suffit pas de faire perdre les illusions. Maintenant, il faut reconstruire l'espoir, et ça se fait à différents niveaux. Sinon, on est soi-même un nihiliste. Voilà. Oui, alors vraiment, je pense que, enfin, je réponds directement parce que je pense que c'est pas son propos, hein. Ça s'appelle la défaite de l'Occident. Oui, et C'est alors? pas c'est un analyste des Oui. choses. Il décrit l'existant. Bon, peut-être il va faire des pronostics sur des trucs politiques à relativement court terme, mais ou moyen terme, Ben, mais il se projette pas. Enfin, c'est pas la tâche qu'il s'est assignée, donc bon, c'est bien ce que voilà. je lui reproche, comme à Ah bah tous oui, les mais bon, autres là. voilà, il fait son travail, quoi, Comme tous voilà. ceux qui nous... Non, 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 non. Moi, je trouve que c'est des intellectuels qui sont, en gros, il est au milieu de la rivière. Ah oui, ben, c'est profond au milieu de la rivière. Ah bah oui. Ah ben, je vais rester là. Voilà. Et ils sont tous comme ça depuis des décennies, hein. Depuis Entropie, depuis Jérémy Rifkin, etc. Ils sont tous, allez, bah oui, bah on est dans le trou. Ah bah oui, mais on a l'impression qu'ils ont qu'un morceau du cerveau qui fonctionne et pas l'autre. Voilà, c'est tout. Et ça m'a. Mais alors, vous pouvez pas m'imaginer à quel point ça m'exaspère, parce qu'en fait, c'est un manque de courage intellectuel. Par tous. Ah, c'est bien gentil de faire des petites analyses et compagnie. Oui, oui, techniquement, démographiquement, d'ailleurs, quel rapport entre la chute de l'Occident, bon, c'est vrai, il va me dire, et la maladie, la mortalité infantile, mais sur le rapport sur la spiritualité, là, il y aura difficulté à nous montrer qu'il y a des chiffres. Bon, alors s'il joue à son interprète des résultats de l'INSEE, bah, pour moi c'est pas un niveau assez important du point de vue intellectuel. Bon, voilà. Bon, Dixit de prophète, hein, qui lui a toujours des propositions, hein, pour sauver l'humanité. Bon, voilà. Alors, il cite quand même de nombreux chiffres, hein, dans son livre, hein. Par exemple, il cite en 1898, les crémations, ça représentait 0,01% des, Hmm. des inhumations.
Aujourd'hui, c'est 78,4%. Waouh. Donc, il donne quand même. Enfin, j'ai essayé de donner quelques exemples, mais il en donne quand même un certain nombre. Hein. Il appuie Oui, ça oui, sur oui, le. d'accord. Voilà. Ok, ouais, d'accord. Mais on ne reconstruira pas un pays avec ce genre d'idées parce que, en fait, une fois qu'on a lu, on en a lu un, hein, tu peux comment on appelle ça, les effondrologues, là, hein, tous les effondrologues qui à peu Effondriste. près, hein, Effondriste. oui, si tu veux, voilà. Collapsologue ou effondriste, mais pas Ah, voilà, effondriste. ouais, j'ai fait une contraction à nouveau parce que j'ai mon Non, niveau non, non, c'est néologiste inacceptable. j'ai mon niveau culturel qui est en train de baisser très très fort, Oui, donc Non, mais je bon, serais bien. après, voilà, c'est sa posture. Et l'intérêt, je dirais, pourquoi j'ai présenté ce bouquin et pas un autre, c'est que il y a un aspect, il met la religion au D'accord. centre de son raisonnement, donc ce qui nous concerne. Et nous, là, on est dans le chantier état des lieux. Bon, bah, je crois que ça a complètement sa place, quoi. Oui, oui. Non, mais merci, je t'ai remercié d'avoir fait Et cette analyse de ce match. C'est voilà, pour m'éviter d'acheter le bouquin. après, lui, voilà, il se positionne comme ça, c'est pas rien. Je pense que c'est quand même intéressant parce que il y a quand même une synthèse, puis des connexions avec le politique aussi quand même, hein, qui montrent bien que tout ça. Je dis pas que c'est le seul qui dit ça, mais je dirais que c'est une des sommes possibles. Christian. oui, alors, bon, moi, je ne parlerai pas du livre d'Emmanuel Todd, qui s'appelle Des fêtes de l'Occident, hein, qui ne s'appelle pas Niveau zéro de la religion. La dissertation sur la décroissance de la religion, elle se place à l'intérieur du livre qui globalement traite de la défaite de l'Occident. Donc je ne parlerai pas de ce livre que je n'ai pas lu. Et contrairement à Eberhard, moi je vais le lire justement, puisque je reste toujours, disons, insatisfait, insatisfait, incomplètement informé lorsque quelqu'un d'autre fait la narration le résumé d'un livre. Ça me donne envie de le lire si néanmoins, dans le cas uniquement où les choses qui auraient été dites lors du résumé me paraissent devoir être approfondies. Donc je lirai ce livre d'Emmanuel Todd, que je ne connais, Emmanuel Todd, pas tellement, simplement pour avoir lu certains extraits, par-ci, par-là, de certains de ses livres. Bon, moi, je considérais jusqu'à présent Emmanuel Todd comme un journaliste, un commentateur journaliste. Je ne lui donnais pas la dimension d'un penseur, je ne le traiterais pas de sociologue. Bref, fait partie de ces penseurs un petit peu, je dirais, petits bras, enfin, ce que je pensais jusqu'à présent. Voilà. Bon, alors, non, je vais me contenter de répondre à, disons, à faire des commentaires sur des choses que Luc a dit. Voilà. Bon. Alors, en premier lieu, donc, toujours un peu mon dada, j'ai encore identifié dans ce que tu as dit, Luc, une association entre spiritualité et religion. Hein, voilà, tu as dit spiritualité, religion. Non, on parle de religion qui descend, on ne parle pas de spiritualité. Alors, ensuite, tu dis il y a de la spiritualité dans le communisme. Bon, alors, j'aimerais, tiens, qu'on en parle un de ces jours. Pour moi, il n'y a pas de spiritualité dans le communisme. Spiritualité, hein. Attention. Non. Religion, oui. Spiritualité, non. Bon. Alors, Toi, tu dis religion, mais pas spiritualité, d'accord. oui, voilà. Ah oui, Parce tu que la vas plus religion, loin que pour moi, moi, c'est alors. seulement une partie. C'est un vecteur bon, pour moi, la religion, je l'ai dit, a toujours essayé de faire une OPA sur la spiritualité, qui est une impulsion ancestrale de l'homo. Et donc la religion, c'est un avatar, une espèce d'avatar. Bon, donc le communisme, dans le communisme, qui n'est pas un avatar, mais dans le communisme, il y a un côté
religieux, oui, mais pas spirituel, hein, au sens que j'ai défini la spiritualité, c'est-à-dire la recherche d'explications, patati, patata. Bref, alors, ensuite, alors, il y a une fin de la démocratie, soi-disant, dit Todd, parce que l'oligocratie a pris le dessus, mais il n'y a jamais eu de démocratie, monsieur Todd. Hein. On a perdu le rapport avec le peuple, donc maintenant c'est unique. Non, 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 on n'y a jamais eu. Là, Sieyès, il a dit, attendez, on fait la révolution. Non, non, c'est pas possible. Hein. On va faire d'emblée l'oligocratie, parce que la démocratie, c'est pas possible. Donc ça, c'est une erreur. Bon, bon, ça montre qu'il n'a pas une analyse globalisante suffisamment importante. Alors, on a mis à la place. Ça reste un penseur bourgeois. Hein, voilà, moi, Non, c'est pas un penseur bourgeois, c'est un journaliste qui fait un bon travail, je pense, du journaliste, intéressant. Voilà, mais c'est pas un sociologue, c'est pas un philosophe. Bref. Donc, on a mis à la place, donc, dans le schéma, comme il n'y a plus de démocratie, enfin, il y a l'oligocratie a pris le dessus, une élite, un groupe restreint, ça a toujours été ça. Enfin, bon, il ne l'a pas vu. Tant pis pour lui. Et on a mis à la place des acteurs. Non, non, non. Alors, ce sont les acteurs, ça a toujours été des acteurs. Un homme politique, représentant, hein, qui fait une profession de foi, qui vend sa représentation, parce qu'en fait, il dit « élisez-moi, donnez-moi mon salaire de représentant ». Eh bien, c'est forcément un acteur, bon, c'est pas nouveau. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que le qualificatif d'acteur, qui est nécessaire depuis le début, ne me paraît pas essentiel pour définir très précisément la typologie des maîtres du pouvoir actuellement, des détenteurs de l'autorité. Le mot, c'est VRP. Ce sont des représentants de commerce d'une maison mère, hein, qui s'appelle le capitalisme mondial, etc. Voilà, bon, ce sont des VRP. Alors, la destruction du religieux. Alors, ça, c'est une vision, finalement, journalistique. Hein. Bon, voilà, c'est VRP. Ils ont dit le christianisme, enfin, disons le monothéisme. Non, il s'agit en fait de faire un cercueil au monothéisme, hein, parce que justement, en défaite de l'Occident, ça veut dire qu'ailleurs, il n'y a pas de monothéisme. Alors je dis moi, il y a de l'animisme qui va prendre le dessus. Donc là, ça correspond tout à fait à mon pronostic. Donc le monothéisme, l'oligocratie capitaliste croissanciste doit le détruire. Oui, elle doit le détruire parce que cette croyance des masses dans le Dieu unique et créateur, ça ne sert à rien pour l'objectif des VRP du capitalisme qui est le profit. Donc, ça, c'est pas utile. Ça a été utile avant, dans l'Ancien Régime, hein, parce que ce monothéisme scellait le pouvoir monarchique. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Par contre, ces VRP sont suffisamment intelligents pour dire qu'il faut qu'il y ait une croyance. Et la nouvelle croyance, c'est la croissance. Voilà. Aujourd'hui, la religion de la croissance, il y a les prêtres. Bon, Illich a dit les scientifiques ont remplacé les prêtres. Voilà, il a tout dit. C'est-à-dire que les prêtres ne servent plus à rien. À la place, on met les scientifiques qui sont la caution, disons, crédible, la caution de crédibilité des VRP, hommes politiques, au service du capitalisme mondial croissanciste. Et donc, on n'a plus besoin de tous ces monothéismes, on les détruit, ça on est tout à fait d'accord, mais on les détruit parce qu'on a une nouvelle religion, qui est la religion des croissancistes, avec des sacerdoces, avec des protocoles, avec des églises, avec des prêtres, avec même des constitutions qui sont aujourd'hui des constitutions religieuses, puisque notre constitution française a tout un pan entier de son bloc constitutionnel, en l'occurrence la charte de l'environnement, qui est une charte religieuse. C'est-à-dire qui est axée sur le Dieu développement durable. Génération de l'incinération. Mais attendez, vous oubliez une chose. L'incinération, alors le catholicisme n'était pas d'accord, mais on incinère aujourd'hui. Alors là, ce n'est pas pour une raison, tout ce que vous avez dit, on incinère parce qu'il n'y a plus de place dans les cimetières. On est 10 milliards.
tous les jours, il y a L'enregistrement est en cours. toutes les minutes, il y a un terrain de football, la surface de terrain de football qui diminue, qui disparaît, au profit de la bétonisation, etc. Donc, il n'y a plus d'ensevelissement, d'enterrement, parce qu'il n'y a plus de place. Bon, et donc l'Église accepte maintenant, puisqu'on a des cérémonies d'obsèques qui se passent à l'église et ensuite on va au funérarium et à l'incinération parce qu'il n'y a plus de place. Donc ça c'est bon. Et là, je dirais que l'oligopole croissanciste mondial n'a pas eu besoin de convaincre ou de détruire tout ça, puisque de toute façon il n'y a plus de place, on incinère. Donc ça c'est plutôt technique. Tendance lourde et irréversible. Alors oui, enfin, Eberhard, c'est irréversible. Alors c'est irréversible. Attention, c'est irréversible tant que la croissance dure. Et là où peut-être, Eberhard, nous avons un bout de chemin à faire ensemble, alors je ne sais pas quelle date ça va s'écrouler, disons après 2030, certainement, entre 2030 et 2050, je ne sais pas si je serai encore là. Bon, toi peut-être plus, vous avez 10-15 ans de moins. Et là, oui. Alors tout à fait d'accord avec ta dernière analyse, Eberhard, à savoir que les gars, Todd et compagnie, ils sont au fond de l'eau, ils disent là, si on est au fond, on ne peut pas en sortir. Bon, ils font même, alors ils ne donnent pas, c'est vrai, manque de courage, absolument d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de voie de sortie, mais ils ne font même pas de pronostic. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage de proposer un programme pour l'après, pour la post-croissance, et ils n'ont pas suffisamment ils ont de réflexion pour faire un pronostic. Au moins, si on ne donne pas un programme, qu'on fasse un pronostic. Il n'y a pas de pronostic. Bon, c'est parce que dire le monothéisme va être détruit, bon, c'est pas un pronostic, c'est un constat. Bon, mais après qu'est-ce qu'il va faire? Après, il va y avoir la fin des illusions, effectivement. Là, donc là, du coup, je suis d'accord avec Luc, la fin des illusions. Les illusions, c'est le développement durable, c'est une illusion. Non, faux. Voilà. Quand les gens vont se rendre compte de ça, il va y avoir besoin d'une nouvelle spiritualité. Enfin, disons, d'une spiritualité de rechange. Pour moi, c'est l'animisme. Je l'ai déjà dit. Voilà. Alors, ensuite, bon, le nunisme, tu sais, Luc, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Alors, ça dépend. La définition sur que tu quoi? donnes. J'ai pas entendu. Sur quel mot? Le nihilisme, cette affaire de nihilisme et de barbarie, je ne suis pas d'accord, mais en fait, je pense qu'on a un problème de définition. Voilà. Ça dépend ce que tu. Moi, je n'ai pas la même définition que toi du nihilisme. Bon, donc, après tout, on peut en parler à partir du moment où on comprend la définition de l'un et de l'autre. Si tu dis, tu l'as dit, le nihilisme, c'est nier le réel. Alors, bon, je ne suis pas d'accord avec cette définition, mais partons de cette hypothèse. Si le nihilisme, c'est nier le réel. C'est plutôt une conséquence. Oui, la conséquence ou pas, si ça va avec, si quand on est nihiliste, on nie le réel, conséquence, c'est bien ce que tu dis, eh bien, nos VRP, là, ils sont pas du tout nihilistes. Ils ne nient pas le réel. Lorsqu'ils disent développement durable, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas une seconde. Bon, ils n'y croient pas une seconde, mais c'est ça qui fait vendre. C'est ça qui permet de maintenir la mire du profit. Bon, donc, c'est un outil de gestion de la société consumériste dont l'objectif unique est de faire du profit. Donc, nier le réel, c'est pas nier le réel, c'est occulter le réel à des fins mercantiles. Et pareil, alors, je dirais, non, transsexualité, nier le réel. Bon, là, transsexualité, c'est pas nier le réel, c'est j'ai envie d'être transsexuel et je t'emmerde, toi, impérialiste, ordre moral, rétrograde, je t'emmerde, je veux envie d'être transsexuel. Voilà. C'est pas nier le réel. Si, alors à ce moment-là, si on dit Dame Nature. Dame Nature a fait un homme avec une sexualité comme ci, comme ça. D'abord, il faut le prouver. Il faut prouver que l'homme est caverne. Bon, d'ailleurs, j'ai vu, l'autre jour, je suis tombé sur le dernier spectacle de Florence Foresti, que je vous conseille.
extrêmement drôle, et qui explique comment l'homo, finalement, est devenu erectus. Comment il est passé de 4 pattes à une patte. Bon, elle dit que alors, c'est le mode comique, hein, pas de référence de pensée, mais que il pouvait très bien être homosexuel, l'homme de Néandertal, on n'en sait rien du tout. Voilà, donc ça, bon. Alors, déclin de l'enseignement, déclin d'enseignement, déclin des connaissances. Oui, on a tous les indicateurs, oui, les indicateurs que tu as donnés, puis il y en a d'autres. Hein, bon, mais pourquoi? Mais parce que la connaissance, et je dirais que ce qui surplombe la connaissance, c'est la réflexion. Moi, j'ai dit il y a un déclin. J'ai fait l'impasse déclinée en 7 rubriques, et donc il y a l'impasse culturelle avec le déclin de la réflexion. Alors après, déclin de la réflexion, donc il y a des déclins d'un certain nombre de connaissances. Il y a des connaissances qui augmentent, connaissances informatiques, tout ça, ça augmente. Voilà. Mais eh bien, c'est tout simplement que ça ne sert pas, c'est pas utile. Et c'est même contre-productif du point de vue. C'est-à-dire que tant que si on a des citoyens consuméristes qui passent leur temps à réfléchir, pendant qu'ils réfléchissent, ils ne consomment pas. Voilà, donc il faut détruire la réflexion. Nous sommes bien d'accord. Alors là, par contre, je ne vois pas le rapport avec la religion. Hein. Bon, lorsqu'on dit déclin de la religion monothéiste, si on dit, à partir du moment où il y a déclin de la réflexion, il y a déclin de la religion, alors je ne vois pas du tout le mot tessie. Hein. Je dirais plutôt que plus il y a déclin de la réflexion, plus on va avoir je dirais un gisement d'individus à qui on va pouvoir proposer une autre croyance. On prépare plutôt le terrain, j'ai l'impression. Voilà. Défaite de l'Occident, niveau religieux zéro et idéologique zéro. Non, niveau religieux zéro, oui. J'explique pourquoi. Idéologique, non. Il y a une idéologie dominante. Hein, c'est le croissancisme consumériste. Mais c'est une idéologie très forte. Voilà. Et ensuite, le travail que nous propose Luc. Alors, je suis d'accord sur le principe, je pense qu'on n'a peut-être pas le même contenu. Oui, premier chantier, faire tomber les illusions. Voilà, tout ce que vous croyez aujourd'hui, alors on ne parlait pas chrétien, Jésus-Christ, terminé ça. Bon, et tout ce que vous croyez aujourd'hui, développement durable, les voitures électriques, tout ça, illusion. Ouais, d'accord. Luc, on marche ensemble là. Ensuite, un projet pour demain. Oui, ouais, d'accord. On n'a peut-être pas le même projet, mais on est d'accord sur le fait qu'il faut un projet pour demain. Et voilà, donc j'ai terminé. Je vous remercie. Alors, parfait. Pile Bon, poil. je ne sais pas s'il est nécessaire. Eberhard, tu veux réagir? Moi, je ne sais pas si c'est nécessaire que je réagisse à tout ce qu'a dit Christian. Bon, c'est pas forcément utile. Eberhard, hein. Je sais pas, c'est décousu tout ça, donc il n'y a pas de ligne force, quoi, de force, donc t'as tout pris les uns après les autres en détail, en essayant de le démonter. Soit, mais comme je reproche aussi à Emmanuel, bon, aujourd'hui, je vois ni chez toi, ni chez Emmanuel Todd, ni chez personne, une manière d'abord de reconstruire. D'ailleurs, quand nihilisme, il y avait l'autre composante qui est oubliée, c'est pas que le réel, hein, il y a aussi les valeurs. Parce que si on nie les valeurs, eh bien, on nie un passé, donc parce qu'il a été constitué par des valeurs, et qu'on les aime ou qu'on les aime pas. On peut pas tout. Alors, il y a le côté, chez Christian, je rase tout et je reconstruis tout en très beau, hein, comme disait l'autre, vodka orange. Euh, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, la vie. Il y a toujours un passé et tu reviens pas avec allez hop, je vire le monothéisme et je mets l'animisme et hop, avec tous les pleins de petits dieux, mais j'oublie la partie sociologique ou anthropologique de l'animisme qui disait que dans le système animiste, un gars comme Christian, il serait tout de suite sacrifié dans la minute qui suit. Absolument, absolument. Relis René Girard et tu comprendras très vite. Ou alors, il faudra que je t'aide. Mais
Mais pour avoir du succès, il faut être sacrifié. Donc, nous demandons tous à être sacrifiés ici, je pense. Voilà, il faut une rigidité. Les sociétés animistes sont d'une rigidité et ça Si va mon avec l'animisme. sacrifice peut sauver le genre humain, je suis d'accord. L'animisme, ça va avec une rigidité chacun se lève le cul et il va aller chasser ou cueillir et il reste pas là à attendre à faire ses grands blablabla parce que les histoires de sorciers, c'est seulement dans les sociétés monothéistes. Voilà, ça c'est pour bien. Il y a toujours une sorte de. Je prends du bric et des brac et je prends un truc d'il y a 40 000 ans, je prends d'aujourd'hui parce que ça m'arrange bien et je me fabrique un petit truc et je mets un beau paquet avec un beau nœud dessus et je dis voilà la société, mes chers compatriotes, que je vais vous offrir pour que le monde soit d'une beauté éclatante. Donc tout ça, ça ne marche pas. Mais enfin bon, c'est pas grave. On va revenir avec beaucoup plus d'humilité la semaine prochaine avec un peu de prière. Et c'est ce que je vais vous proposer. Oui. Non, mais. Eh bien alors, donc, j'ai donc le mot de la fin. Oui, je pense que c'est une des grandes difficultés que tu pointes là, Eberhard. C'est comment gérer, parce qu'on ne part jamais de rien, on construit forcément à partir des briques des anciennes civilisations. Je dirais que, est-ce que nous avons la capacité, à ce stade, hein, je veux dire, quand je parle de travail intellectuel, à ce stade, est-ce que nous avons la visibilité, la capacité de bien l'appréhender? C'est pas évident. Ce qu'on peut plus facilement faire, c'est voir plus loin, paradoxalement. Hein. Ce qui est proche de nous est peut-être plus difficile à voir, à anticiper, que la trajectoire globale et justement ce vers quoi on peut aller plus loin. Et je pense là, pour le coup, effectivement, alors sans doute pas l'animisme traditionnel, mais une forme effectivement d'animisme à quelque chose à voir, qui est pour moi pas du tout contradictoire avec ce que je parle quand je parle du Tao spirituel. Mais je pense que c'est plus facile à voir loin que voir près, me semble-t-il, hein, où ça peut aller. Pour Christian, bah, les transsexuels, bah oui, c'est une négation du réel, y compris par Christian. Donc, bon, ça c'est une petite incise que je ne pouvais pas laisser passer. Mais peut-être que Christian est un petit peu touché aussi par la maladie. Mais Christian fabrique pas beaucoup de semences, tu sais. Donc il voit que l'humain et son désir sexuel d'être trans ou je ne sais pas quoi. Alors que quand on est un paysan comme moi-même et qui produit des légumes, il se rend bien compte qu'il y a les fonctions. Je suis tout simplement tolérant, tout simplement. Tout simplement. C'est bien. Oui. Mais ça nous Mais fabrique on pas une s'en fout société. de la tolérance. La tolérance, c'est pas une valeur en soi. Voilà, exactement. Si, Mais non. vous proférez, monsieur, Non. des sottises énormes, mais jusqu'à la mort, je me battrai pour que vous les puissiez tenir. Oui, mais bon. Je vois que tu cites également un transgressif, donc ça ne fait que Oui, mais renforcer. à l'époque, il fallait. Hein, il fallait oser. Ouais. Alors, pour conclure, je vais vous refaire une petite citation, si vous voulez bien. Le néolibéralisme a voulu fonder un capitalisme non wébérien, dont l'esprit serait libéré de l'éthique protestante, au-delà de son simplicisme intellectuel. La révolution néolibérale trahit une déficience morale. Le mot nihilisme revient nous hanter. Souvenons-nous de la phrase la plus connue de Margaret Thatcher. There is no such thing as society. La société n'existe pas. La vérité cachée du néolibéralisme, sa négation pure et simple de la réalité, à moins qu'elle ne formule un souhait, la destruction de ce dont elle nie l'existence, la société. Le vide religieux est la vérité ultime du néolibéralisme. Messieurs, je vous remercie.